Je suis désolé pour toi, Laurent. Mais, euh, mais voilà, il y a vraiment un gros sujet en fait derrière le Bitcoin qui me semble qui est très très mal compris, qui est en gros la blockchain. Et afin de vous faire comprendre en fait la blockchain, je vais sortir de tout cet aspect financier, de ce qu'est le Bitcoin, etc. Et je vais m'intéresser à un autre sujet qui est le sujet de l'énergie. Donc ici, moi en fait, pour essayer de comprendre ce qu'était une blockchain, bah, j'en ai installé une, j'ai mis les doigts dedans et j'ai commencé un peu à chipoter avec. Donc l'idée ici, s'il veut bien passer au slide suivant, voilà, c'est pourquoi d'après nous, les métiers de l'énergie vont-ils évoluer? Alors je vais d'abord en premier lieu vous parler de technologie, mais je vous le dis tout de suite, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vraiment essayer de rester au plus haut pour essayer de vous faire comprendre ce qu'est une innovation disruptive. Je suppose que vous avez plus ou moins quand même tous compris qu'avec l'arrivée d'Internet, il y a il y a un potentiel d'innovation qui est de plus en plus grand pour une raison importante, c'est que Internet a permis à monsieur et madame tout le monde de pouvoir communiquer sur n'importe quel sujet. Et donc en fait, je vais arriver, à peu près tous les 10 ans en moyenne, il y a une innovation disruptive qui casse complètement toutes les règles et qui perd à peu près, à mon avis, 90% de la population. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a des logiciels open source qui ici sont des protocoles. Donc le premier protocole dont je voulais vous parler et vous faire un petit rappel, c'est le protocole email, donc SMTP, POP, etc., que vous utilisez tous les jours. Si je vous rappelle un peu dans les années 90, qui pensait qu'on allait envoyer plus d'emails par jour que de recevoir des lettres? Pas beaucoup de monde. Et pourtant, la technologie, elle s'est imposée. Et donc, cette technologie qui s'est imposée, elle a été concurrente donc de la Poste. Et la Poste, au jour d'aujourd'hui, existe toujours. Mais elle a muté, elle a changé un peu de modèle économique. Et donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, on distribue plus de paquets, de colis, etc., que de lettres par jour. Même maintenant, la Poste est maintenant même devenue une banque. Donc, je continue mon petit historique. Une nouvelle innovation disruptive qu'on a eue dans les années 2000, qui est un peu moins visible, hein, je vous l'avoue, c'est le protocole Voice over IP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le nom de ce protocole, je suppose ici que tout le monde a déjà utilisé Skype. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous avez utilisé Skype, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est un logiciel gratuit, open source, qui vous permet de communiquer de la voix via Internet et de faire donc des communications via Internet. De nouveau, ça a impacté un grand acteur du secteur, qui était qui? Qui était Belgacom, qui, à l'époque, pensait qu'on n'allait plus utiliser son téléphone fixe. Je crois que la plupart des gens ici n'ont plus de téléphone fixe à la maison, ou très peu, et la plupart des gens utilisent donc leur GSM. Et donc, de nouveau, ici, Belgacom a dû muter et a dû trouver de nouveaux services à nous délivrer, que ce soit Internet, etc. Le protocole que nous voulions tous parler aujourd'hui, c'est celui du Bitcoin. Et donc, c'est un protocole de paiement sans tiers de confiance. Donc, de nouveau, ici, qui va être impacté? La banque. Donc, c'est pour ça que la banque, elle est en train de se poser des questions. Elle se dit, est-ce que je ne vais pas investir? Parce que bon, elle a bien vu ce qui s'est passé avec la Poste. Elle a bien vu ce qui s'est passé avec les télécoms. Et ici, la vraie révolution qui est déjà en cours, c'est celle du Bitcoin. Je vais juste vous rappeler quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le patron d'Intel, qui est pourtant le gars qui fait les microprocesseurs dans la plupart des ordinateurs du monde, etc., disait, à l'époque d'Internet, que dans 10 ans, on n'achèterait pas des choses sur Internet et qu'on n'utiliserait pas notre téléphone pour acheter sur Internet. Je pense qu'ici, beaucoup de gens, au jour d'aujourd'hui, ont fait leurs courses de Noël via Internet. Donc, il ne faut pas toujours croire les gens de la technologie qui sont un peu dépassés, etc. Et il faut s'apercevoir que derrière, il y a des protocoles qui sont open source, qui sont libres et qui sont des outils.
Et donc pour nous, la prochaine révolution qui est en train d'arriver, c'est celle de la blockchain. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qu'était la blockchain, je crois que Laurent avait quand même donné une très bonne explication, une très bonne définition. Mais par contre, moi, je vais essayer de vous montrer ce qu'est une blockchain, comment ça fonctionne, et je me suis intéressé à l'une de ces blockchains. Mais avant tout, je vais quand même revenir vite fait sur le tiers de confiance pour qu'on comprenne bien. Donc pour le Bitcoin, juste avant, c'est la banque qui va être impactée. Mais comme certains l'ont dit tout à l'heure, le notaire va pouvoir être impacté. Mais il y a d'autres choses en fait qui vont pouvoir être impactées. Dès que en fait, on veut faire de l'échange de valeurs via Internet, au jour d'aujourd'hui, on est obligé de passer en fait par un intermédiaire qui va être un tiers de confiance et qui va être d'accord de faire cet échange de valeurs entre deux personnes. Et la technologie blockchain en fait permet de faire cet échange sans ce tiers de confiance. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la blockchain Ethereum. Je suppose que pour ceux qui ont un peu investi... Ah ben, j'ai pas posé la question. Je voulais savoir dans la salle, qui possède des crypto-monnaies, qui a vraiment un portefeuille en crypto-monnaie. Plus ou moins 50%, allez, 45% on va dire. Ça fait pas beaucoup quand même, hein, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc Ethereum, c'est on va dire la deuxième blockchain la plus populaire pour le moment. Donc la monnaie qu'elle a émise, c'est de l'Ether, et on peut acheter assez facilement de l'Ether sur des applications comme Coinbase ou sur n'importe quel exchange sur Internet. Mais pourquoi est-ce que moi je me suis intéressé à la blockchain Ethereum? Parce que c'est une blockchain publique qui en fait permet de créer des contrats intelligents. On appelle ça des smart contracts. Mais alors vous allez me dire, super, mais c'est quoi un smart contract? C'est pas très compliqué en fait. Un smart contract, c'est un contrat à la base qu'on a écrit sur papier, mais on l'a écrit en code. Et comme c'est écrit en code, naturellement en fait, comme c'est publié, on va pouvoir automatiser tout un ensemble de process. Donc, par rapport à des conditions, on va pouvoir se faire donc des échanges qui seront donc validés et suivis grâce à la blockchain. Alors, je vais vous donner deux, trois exemples vite fait sur des exemples de projets blockchain qui fonctionnent et qui me semblent assez concrets. Le tout premier, c'est AXA. Donc, AXA a lancé une blockchain il n'y a pas très longtemps sur Ethereum et a construit donc un smart contract en se basant sur ce principe-ci. Elle part du principe qu'au jour d'aujourd'hui, quand l'avion a du retard, ou par exemple pour les transports en commun comme la SNCB, etc., si je fais les démarches, je peux être remboursé. C'est un peu bizarre, ça, non? Donc en gros, on me dit que si je faisais les démarches, je peux être remboursé. Donc plein de gens ici n'ont pas le temps ou sont un peu fainéants et donc ne font pas ces démarches. Grâce à ce smart contract, on va pouvoir voir que vous possédez un ticket, que le train ou l'avion est arrivé en retard, et on va pouvoir automatiquement vous rembourser votre ticket de train. Donc vous voyez, il y a tout un tas de tâches en fait qu'on va pouvoir complètement enlever et on va pouvoir automatiser. Donc il y a une diminution des coûts qui va arriver. Un autre exemple, c'est celui du fermier. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais les fermiers, si vous voulez, ils ont une assurance, comme quoi lors de l'été, quand il fait sa récolte, etc., s'il n'a pas plu assez, il peut être remboursé aussi, mais de nouveau, il y a tout un tas de démarches, il y a tout un tas de tâches qui vont devoir être faites, faire le virement, contacter la personne, prouver que ce jour-là ou cette période-là, il n'y avait pas eu de pluie, etc. De nouveau, il doit faire des démarches. De nouveau, un contrat, un smart contract ici, peut simplement aller vérifier sur un site météorologique, etc., quel temps il faisait à ce moment-là, vérifier donc que... récupérer donc le compte en banque, faire toutes les démarches qu'il faut de façon automatisée et donc rembourser la personne. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Ok, c'est parfait. Et donc maintenant, je vais un tout petit peu rentrer dans la technique parce qu'il me semble que c'est grâce à ça que vous allez enfin pouvoir comprendre pourquoi une blockchain, c'est
disruptif au jour d'aujourd'hui. Et pourquoi tout le monde s'y intéresse et pourquoi le Bitcoin affole le monde. Donc, une chose qu'il faut savoir, et que beaucoup de gens ne le sachent pas, c'est que la plupart des technologies qui sont utilisées dans Bitcoin et dans la blockchain sont des technologies qui sont étudiées depuis des décennies et qu'on connaît depuis longtemps. On n'a pas inventé quelque chose. Ils ont repris un ensemble d'éléments, ils en ont fait une recette et ça fonctionne. Donc le premier, je ne sais pas si je vais bien s'afficher. Voilà. Donc le premier, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez les 3 exemples que j'ai donnés au tout début, mais le lien qu'il y a, en fait, c'est que c'est un protocole qui est open source. Un protocole open source, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un ensemble d'outils que les développeurs vont pouvoir utiliser pour développer d'autres applications par-dessus. Donc, quand l'email est arrivé, le protocole SMTP, etc., pour l'email est arrivé de façon open source. Et puis après, il y a des développeurs qui ont commencé à créer des clients que vous utilisez maintenant tous les jours pour pouvoir vous envoyer en fait des emails. Et c'est ça aussi une des grandes forces du Bitcoin et de la blockchain, c'est que c'est open source et qu'il y a une communauté de développeurs à travers le monde qui soutiennent cette technologie. Et encore plus important, la plupart des logiciels open source sont indépendants des États et aussi sont indépendants des entreprises. Ce qui signifie qu'aucune entreprise n'a de contrôle, aucun État n'a de contrôle sur la technologie. Et donc on ne va pas désinventer la blockchain, on ne va pas désinventer le Bitcoin. Donc tous ceux qui parlent de tulipes ou que le Bitcoin va mourir, j'ai envie de vous dire, j'aimerais bien savoir comment. Il va falloir me l'expliquer. Il me semble qu'il y a un site, si je me souviens bien, qui répertorie le nombre de fois qu'un économiste a cité et dit que le Bitcoin allait mourir. Si je ne me trompe pas, on pourra demander à Mathieu, mais il me semble que c'est à peu près 1000 fois au minimum. Hein. Donc bon, les gens se trompent, c'est pas grave. Hein. On va continuer à avancer. Donc ensuite, un des éléments, je crois, le plus important dans les clés techniques de la blockchain, c'est le registre public à 3 entrées. Alors, c'est pas très, très compliqué à comprendre, mais il faut rentrer dedans. Donc, pour être simple, vous connaissez tous le registre à 2 entrées. C'est le registre comptable. Les entrées, les sorties. Et donc, de ce côté-là, vous n'avez pas trop de soucis. Mais le registre public à 3 entrées, ça, vous ne le connaissez pas. Et en fait, c'est Bitcoin, grâce à la blockchain, qui a mis en place pour la toute première fois le premier cas pratique d'un registre public à 3 entrées. Donc, à 3 entrées, pourquoi? Alors, je vais essayer de vous donner un exemple très concret. On va dire que j'échange de l'argent avec la personne devant moi. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, j'ai pas confiance en lui, il n'a pas confiance en moi. Si je fais ça via Internet, ça risque d'être compliqué. Par contre, si on utilise une technologie où lui peut voir la transaction qui va être faite, moi, je peux voir la transaction qui va être faite, qui est relativement normale dans un échange. Et la 3e entrée, c'est l'ensemble de la communauté qui utilise le protocole. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un changement de paradigme, en fait. Parce que quand on est contrôlé par toute la communauté sur nos échanges, on ne fait pas les mêmes échanges. Donc, comme l'a dit l'économiste juste avant, l'aspect de la mafia, du blanchiment d'argent, etc., c'est un peu faux, quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que pour ceux qui ont acheté des crypto-monnaies, si vous le savez, vous avez dû rentrer votre carte d'identité, vous avez dû envoyer votre compte en banque et faire un virement, donc finalement, on sait qui vous êtes. Il va falloir m'expliquer comment vous faites du blanchiment d'argent en passant par la banque. Ça me semble assez compliqué. 3e clé technique, c'est les trousseaux de clés cryptographiques. Bon, alors ça, c'est un peu compliqué, mais on ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Mais c'est assez simple, en fait, à comprendre en tant que concept. Donc, en fait, ils utilisent une technologie, encore une fois, qu'on utilise depuis des années, qui est le principe d'avoir une clé publique et une clé privée pour pouvoir, en fait, sécuriser son compte. Eh bien, je suis sûr qu'ici, la plupart des gens ne savent pas qu'ils utilisent déjà des clés publiques et des clés privées tous les jours pour pouvoir faire des virements.
Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous utilisez tous un Digipass ici, pour faire vos virements, pour la plupart. Ben, ce Digipass, qu'est-ce qu'il va faire, en fait? Ben, le compte en banque, le numéro de votre compte en banque, ça représente votre clé publique. Si vous ne la donnez pas aux gens, ils ne savent pas vous faire de virement. Donc, c'est pour ça qu'elle est publique. Et la clé privée, c'est quoi? Ben, la clé privée, c'est ce qui vous permet d'accéder à votre compte pour faire les virements. Donc, c'est tout simplement le code PIN, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, en sécurisant ces deux clés, ben, on arrive à un modèle qui fonctionne. Et le dernier point, c'est le pair à pair. Bon, ben, ça, je crois que je ne vais pas vraiment vous l'expliquer. Je suppose que tout le monde a déjà téléchargé illégalement un film. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et donc ici, ben voilà, dans les 4 grandes clés techniques de la blockchain, l'élément qu'on revoit, qui ressort énormément, c'est qu'il n'y a pas d'autorité centrale. Et cette autorité centrale, on l'enlève grâce au registre public à 3 entrées et grâce au pair à pair, ce qui veut dire qu'on a une relation de pair à pair, donc d'une personne à une personne directement, sans passer par un intermédiaire. Bon, j'espère que j'ai été clair. Normalement, ça va être fini pour la technique, en tout cas dans les concepts. Donc maintenant, je reviens en fait sur l'énergie. Pour rappel, je ne travaille pas dans l'énergie, je suis développeur de logiciels. Donc j'ai des sources, donc j'ai été sur le site energrid.be qui nous permet en fait de visualiser un peu comment fonctionne l'écosystème de l'énergie. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on a des gestionnaires de réseau, on a des producteurs, on a des fournisseurs de clients, il y a aussi un gestionnaire qui gère le transport de votre énergie, etc. Et alors, il y a quelque chose qui est quand même relativement intéressant, d'après moi, à visualiser, c'est que chaque fournisseur, il négocie tout un ensemble de contrats avec les fournisseurs, avec les producteurs et importateurs d'énergie. Chaque fournisseur fait tout un ensemble de contrats avec les clients. Et en plus, avec la libération du secteur de l'énergie, maintenant on a le droit de changer pratiquement tous les ans de fournisseur d'énergie. Donc vous voyez bien ici, par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure, qu'il y a tout un ensemble de tâches qui n'est pas automatisé et qu'on doit passer les contrats, etc. Et que tout ça est laborieux. Et donc nous, on a pensé à un modèle que je vais vous présenter donc maintenant, qui est le suivant. Et si les consommateurs pouvaient choisir directement leur fournisseur d'énergie? Mais allons encore plus loin. Et si mon voisin, qui a des panneaux photovoltaïques, qui produit de l'énergie, pouvait me vendre directement son énergie? Vous comprenez l'intérêt, je suppose. Il y a très peu de transport, on consomme de l'énergie verte, on met en avant la production d'énergie verte, et on va avoir un meilleur contrôle sur le prix. Donc ici, ce qu'il faut comprendre de plus en plus, c'est que les consommateurs sont tous plus ou moins en train de changer de statut. On appelle ce statut le statut de prosumer. Donc il est consommateur et en même temps producteur d'énergie. Donc le scénario qu'en fait on a, c'est celui-ci. Est-ce qu'on a une production qui est de plus en plus décentralisée, avec des panneaux photovoltaïques, avec des éoliennes, etc. Est-ce qu'on essaie aussi de sortir du nucléaire? Bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est un peu le cas. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on a une consommation qui est décentralisée? Bah oui, de base. Les clients sont à peu près partout, ils s'installent où ils veulent, ils demandent à être câblés, ben, on les câble. Est-ce qu'on a un moyen de stocker de l'énergie? Bah alors, pour le moment, pas encore réellement dans nos foyers. Mais par contre, il y a les batteries Tesla qui sont déjà arrivées. Il y a d'autres systèmes comme les Energy Management Systems qui veulent essayer de mettre en avant l'optimisation de l'utilisation de cette énergie, qu'on la consomme beaucoup mieux. Avant-dernier, est-ce qu'on a une technologie qui permet de suivre l'ensemble des échanges sur un réseau? Oui, la blockchain. Si j'ai réussi à faire quelque chose, j'espère que c'est ça que je vous aurais fait comprendre. Et pour terminer, et c'est un peu pour revenir sur la discussion qu'on avait avec Laurent tout à l'heure quand il a fait sa présentation, c'est est-ce qu'on pourrait échanger de l'énergie comme un simple produit?
Alors au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal pour ça, c'est illégal. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas encore le faire, en tout cas en Belgique. Mais est-ce que ce que je vous raconte est un rêve? Je ne suis pas sûr. Alors en premier lieu, je vais vous montrer les avantages que ça pourrait avoir de mettre une blockchain sur toute l'énergie que nous utilisons en Belgique. Premièrement, on va pouvoir diminuer les frais grâce à la blockchain. Ça, je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'on pourra automatiser tout un ensemble de process, etc. On va donc avoir une réduction du prix de l'énergie. On va avoir une modification du rôle du fournisseur d'énergie, vu que le client va pouvoir aussi devenir un fournisseur d'énergie. On va pouvoir mettre en avant, et c'est ce qui se passe déjà en Allemagne et dans pas mal d'autres pays, la création de communautés d'énergie, de quartiers éco-conscients qui vont se partager l'énergie entre voisins. On va avoir une meilleure transparence et une gouvernance sur les prix. J'aime assez bien en fait cet avantage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui peut plus ou moins m'expliquer comment fonctionne une facture de prix pour l'énergie? Oui, voilà, une personne. Donc on a compris, hein, c'est un peu flou, c'est un peu compliqué, on a un peu du mal à comprendre. Donc si on pouvait avoir une meilleure transparence, ce serait plutôt pas mal. Et finalement, le modèle qu'on propose nous permettrait enfin de rentrer dans une économie de partage collaborative. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, d'après vous, est-ce que c'est un rêve? Eh bien non. Parce qu'il faut savoir qu'à New York, en 2012, le Transactive Grid, dans le quartier de Brooklyn, a mis en place le premier réseau d'électricité locale basé sur la blockchain Ethereum. Donc il y a des voisins aux États-Unis, ils se partagent de l'énergie, et ils sont déconnectés du réseau. Et voilà, donc c'est un peu le libéralisme de l'énergie. Donc maintenant que j'ai fini ma présentation, je vais passer à la démonstration, parce que je crois que c'est peut-être ça qui va être le plus intéressant pour vous. Et donc, afin de bien faire comprendre ce dont je viens de vous parler, nous avons mis en place un démonstrateur. Donc, ce démonstrateur, c'est celui-ci, qui est installé ici devant, mais que vous pourrez venir après pour venir le voir, si vous voulez. Donc ici, l'idée était de simuler assez simplement deux maisons, l'un qui est consommateur d'énergie et qui est donc branché à une prise de courant, l'autre qui est un producteur d'énergie qui est branché, lui, à une prise de courant qui fournit donc cette énergie. Et entre les deux, on a un relais qu'on pourrait dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça représente en fait le gestionnaire de réseau, celui qui va faire passer l'énergie d'une maison à l'autre. Et nous, en fait, ce qu'on a mis en place, parce que je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas dans l'énergie, hein, donc j'ai fait sauter les plombs au moins une vingtaine de fois à la maison avant d'arriver à faire mon truc. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un crypto-compteur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un crypto-compteur? Alors, je vais revenir dessus après. Donc, je vais faire une comparaison avec Internet, parce que c'est le plus simple, parce que pour venir vous faire ma présentation, j'ai pas trop eu le choix de mettre en place un réseau local. Ici, donc je suis venu avec un simple routeur, et j'ai donc ici mon crypto-compteur qui est connecté à mon routeur, ainsi que mon Mac, sur lequel je vais vous montrer des choses après, qui est donc aussi connecté à mon routeur. Et donc pour ceux qui s'y connaissent un peu dans les protocoles Internet, etc., mon ordinateur ainsi que le petit microprocesseur que nous retrouvons ici, je suis obligé dans un réseau local de lui attribuer une adresse IP. Cette adresse IP, c'est ce qui va me permettre en fait de pouvoir partager des informations entre mes deux machines. Et le crypto-compteur, c'est un peu la même idée, mais qui se base en fait sur la blockchain, sur les crypto-monnaies, etc. Et donc, c'est d'après moi un peu assez simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé, on a défini des portefeuilles de crypto-monnaies pour le producteur et pour le consommateur. Et donc à partir de ce moment-là, l'énergie qui est produite va pouvoir en fait s'échanger dépendant des balances, des portefeuilles virtuels que nous avons mis en place, et ils vont s'échanger de l'énergie contre un token d'énergie. Donc maintenant, je vais vous l'expliquer. Donc pour ça, je vais juste déposer 2 secondes mon micro.
Donc oui, donc j'ai pratiquement fini, ça va aller très vite, hein, mais j'avais vraiment envie en fait de vous montrer une blockchain qui fonctionne en live. Donc, je vous assure, je prends pas mal de risques parce que c'est pas très compliqué à mettre en place, mais la problématique, c'est qu'il peut y avoir des bugs, ce genre de choses-là, et que je pense que la plupart des gens qui sont dans la salle n'ont peut-être sûrement jamais vu de console, MS-DOS, ce genre de choses-là, qui permettent en fait d'interagir entre les différents acteurs de l'environnement que j'ai mis en place. Donc, en tout premier lieu, je vais donc simuler ici une blockchain. Donc voilà. Donc ici, on voit bien que c'est une blockchain Ethereum. Il est écrit ici. Il m'a créé une dizaine de comptes, comme je vous en ai parlé juste avant, que je vais pouvoir attribuer à mes différentes machines. Il m'a créé tout un ensemble de clés privées et de clés publiques pour pouvoir interagir donc avec ces comptes. Et pour le moment, il est donc ici en attente, étant donné que pour le moment, je n'ai fait que simuler la blockchain, il ne se passe rien pour le moment. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du principe des smart contracts, et c'est un peu ce qui se passe ici. Donc j'ai créé un smart contract dont le nom s'appelle Node Energy, qui possède une adresse, un peu comme les comptes que vous avez pour vos crypto-monnaies. Et si je veux pouvoir en fait communiquer avec ce smart contract, je dois connaître l'adresse. C'est tout, je n'ai pas vraiment le choix. Donc je prends cette adresse, et c'est là que ça va normalement devenir un peu marrant. Donc voilà, ici, parce que ça a été un peu vite, donc j'ai pas. Donc ici, tout à l'heure, je vous ai dit, donc j'ai déployé mon contrat, et en déployant mon contrat, le simulateur lui a attribué une adresse, contrat créé à l'adresse autant. Ce que Laurent a voulu expliquer tout à l'heure avec les blocs, etc., c'est un peu ça, en fait. Hein. Ça, c'est une transaction qu'on va mettre dans les blocs, et c'est ça qui fait en fait cette histoire de blockchain, une chaîne de blocs. Et donc ici, à droite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mon crypto-compteur, qui est en train en fait de se connecter donc à ma blockchain. Donc on y voit l'ensemble des comptes que j'ai créés et que j'ai simulés. On voit l'adresse de contrat que je lui ai attribuée. Et il est en train... Ah, c'est déjà parti. Mais vous ne l'avez pas vu, parce que j'étais devant. Mais en fait, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Donc mon producteur produit de l'énergie, mon consommateur ici est donc branché à une prise de courant, et je l'ai branché à une lampe, tout simplement, vu que c'était un peu le sujet, l'énergie, etc. Et donc il allume la lampe. Et alors, pour aller un tout petit peu plus loin et pour vous le montrer un peu plus visuellement, je vais vite montrer ce passage-ci. Donc ici, en fait, il est en train d'échanger des tokens d'énergie, et c'est pour ça que l'énergie est allumée, c'est pour ça que la lumière est allumée. Et donc j'ai été un tout petit peu plus loin, et ça va, vous le voyez. Voilà. Et donc, ça, c'est une app décentralisée. C'est une application, comme vous avez déjà, vous, mais en plus, elle est décentralisée. Donc, ce qui signifie qu'elle va pouvoir se connecter à la blockchain, communiquer avec, pouvoir faire des échanges, etc. Et donc, ce que je voulais montrer ici, c'était quelque chose d'un peu plus visuel que ma super console que je vous ai montrée, et qui montre en fait que mon consommateur ici a un solde de Crosscoin,
que je lui ai attribué, parce qu'il fallait donner un nom, donc je l'ai appelé comme le nom de ma société, c'était plus simple, que je lui ai attribué au départ. Et donc, toutes les minutes, il revérifie la balance pour savoir si mon consommateur d'énergie a toujours des tokens d'énergie qu'il peut échanger avec le producteur pour recevoir cette énergie. Et donc, en gros, quand j'aurai atteint 0 crosscoin, la lumière s'éteindra. Je ne sais pas si j'étais très clair. Je vous propose, vu que j'ai parlé pas mal de techniques, s'il y a certains qui ont quelques questions, de peut-être les poser ou peut-être après, je ne sais pas. Et donc voilà, donc j'ai terminé mon exposé. Merci Anis pour cette explication et cette démo.